Bonjour Marine. Bonjour François-Xavier. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos. On avait commencé par vous faire une présentation générale sur 4 modèles d'analyse comportementaux. On avait parlé du DISC, on avait parlé de la ProcessCom, et aujourd'hui on va parler de l'énéagramme. Alors l'énéagramme, qu'est-ce que c'est? Alors l'énéagramme, à la base, c'est une figure ésotérique. Son nom a été construit à partir de la racine grecque énéa qui veut dire 9 et gramma qui veut dire point, puisque c'est un peu un modèle qu'on pourrait En qualifier 9 points. d'analyse en étoile, en Ah. 9 points. Exactement. Okay. Et ça remonte à quand ça? Alors difficile de dater, mais le modèle semble venir d'Orient et de dater de moins 400 avant Jésus-Christ, et il a connu un certain essor en France bien plus tard, dans les années 90. Ok. Donc sur les énéatypes, si j'ai bien compris, on a aussi un phénomène qui fait que on a une perception du monde qu'on pourrait rassembler en 3 grandes familles. Exactement. Si on veut préciser un petit peu, ces centres, c'est plutôt notre façon de voir... Percevoir le monde. C'est un peu la cartographie. Donc on a le type 2, 3 et 4 qui vont aborder les différentes situations, leur vie, leur comportement, plutôt sur le côté émotionnel. Okay. Exactement. Ensuite, on va avoir les 5, 6, 7 qui vont être plutôt dans le mental. Ils vont être très dans la pensée, dans la réflexion. Exactement. Ça, okay. Et enfin, les 8, 9 et 1 qui vont être plutôt instinctifs et qui vont vraiment... Côté viscéral voilà. du terme, donc là c'est... Ok, très bien. Tac, tac et tac. Ok, bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on rentre un peu dans le vif du sujet et qu'on aille voir chacun de ces énéatypes. Exactement. Alors, si on parle du côté plutôt émotionnel, on a en type 2 l'altruiste. Oui, on va commencer par le 2, parce oui. que comme vous avez vu, c'est 2, 3, 4... 5, 6, 5, 6, 7 et 8, 9 et 1. Donc on refera le 1 à la fin. Donc 2, altruiste. L'altruiste, donc lui, il aime être reconnu pour ses qualités d'attention, pour le côté je m'occupe des autres, son dévouement finalement, il s'oublie un petit peu et c'est tout pour les autres, puisque sa compulsion ou sa peur primaire, c'est de ne servir à rien, de ne pas être là pour les autres. Aïe, 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 aïe. Donc altruiste, ça veut dire ce que ça veut dire. Altruiste, ça veut dire tourner vers les autres, et si je ne suis pas reconnu par les autres, j'ai l'impression de servir à rien. Oui, ou d'être rejeté. Ok, très bien. Deuxième type, toujours sur ce côté émotionnel, le battant. On a le battant, oui. Lui, il aime être reconnu pour ce qu'il fait, ce qu'il réussit, il aime être apprécié, idolâtré même. Quelqu'un qui est dans l'action. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Sa peur, vraiment, enfin, son besoin, c'est d'éviter l'échec à tout prix. Et il a peur de ne pas être aimé s'il ne fait rien. Donc il fait, mais il ne veut pas se tromper. Voilà, c'est ça. Donc le droit à l'erreur, ça va être un sujet chez cette personnalité. Ok. Troisième type de ce triptyque, le romantique. Le romantique, alors lui, oui, il aime être reconnu pour son identité, sa singularité, c'est un peu Roméo. Ah bah oui. Il veut surtout éviter la banalité. Trop peu pour lui, le côté comme tout le monde. Et donc, il a peur d'être abandonné. Donc c'est romantique au sens romanesque du terme, oui. en fait. Hein. Ça, un peu théâtral. Voilà, donc éviter la banalité, besoin de se démarquer, ok. Donc là, on est toujours sur la partie émotionnelle, là, on va basculer sur la partie mentale. Sur la partie mentale, le premier type qu'on va trouver, c'est le mode observateur. L'observateur, exactement. L'observateur, lui, il aime être reconnu pour ce qu'il sait, finalement, ce qu'il connaît, il veut être utile, il veut être au courant, surtout. C'est un sachant, voilà. Un érudit. C'est pour ça qu'on dit observateur, il est curieux, etc. Sa compulsion, c'est vouloir constamment éviter l'intrusion et surtout le vide intérieur. Il a besoin de s'alimenter constamment. Okay. Et sa peur, eh bien, c'est d'être trahi. Ok. Type 6, on va tomber sur le loyal. Donc le loyal, lui, c'est monsieur valeur, monsieur droiture. Oui, c'est ça. La loyauté comme ligne de mire, exactement. Il aime être reconnu pour, tu le disais, sa droiture. Il a besoin d'être capable de survivre par lui-même. On a un côté très guerrier, si tu veux. C'est-à-dire que tu peux te reposer sur lui, mais attention, il est quand même un petit peu individualiste. Il veut éviter la déviance, la trahison. Pas sortir de son rail. Ouais. Et surtout, finalement, pas être envahi au sens territorial du terme. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas sur son territoire. Empiéter sur son territoire, okay. Ouais, c'est ça. Après, on a le type épicurien. Et oui, l'énéatype 7. L'épicurien, comme son nom l'indique, lui, il aime bien profiter de la vie, il veut être reconnu pour son plaisir de vivre, tu sais, il aime les gens, il aime faire des choses. Il aime profiter. Ouais, il veut être stimulé, si tu veux. Okay. Quelqu'un qui a besoin de vivre sa vie. Voilà. Ouais. Il veut surtout éviter la souffrance aussi, l'enfermement, et sa peur fondamentale, c'est d'être enfermé.
Donc la case D'être prison, dans son carré. la case prison Monopoly, ça lui va pas du Non, tout. pas Ok. du tout. Ok, alors maintenant on va revenir donc sur les 8, 9 et 1. Les Donc là, qui sont instinctifs. les instinctifs. Alors, Ouais. commençons par le 8. On va Le parler dans l'ordre. 8. Le 8, c'est le protecteur. Le protecteur, il aime être reconnu comme quelqu'un de fort, de solide, affirmer son autorité aussi. Mhm. Sa compulsion, c'est d'éviter la faiblesse, tu vois. Il faudrait surtout pas qu'il soit Faut pas faible. que ça se voit. Et alors, du coup, sa peur, c'est de paraître faible, quoi. Ah. Tout simplement. Donc là, une possibilité d'avoir des personnes qui se poussent en permanence. Ouais. Ok. Au risque de se perdre, du coup. Ok. Aussi. Alors après, type 9, le médiateur. Là, c'est celui qui... C'est le casque bleu de l'équipe, en fait. C'est ça, c'est celui qui crée du lien, qui fluidifie, on va dire. Lui, il veut être reconnu pour être facile à vivre et surtout, il ne veut pas être séparé de ce à quoi il tient. Donc c'est vraiment le petit fil entre les gens, entre les choses, entre les situations. Sa peur, c'est vraiment le conflit. Ou la mécommunication qui entraînerait un conflit. Et sa compulsion, c'est éviter les conflits à tout prix. D'accord, donc lui c'est Monsieur Casque Bleu, mais en même temps aime pas être au centre des conflits. Alors on va terminer avec le type 1, donc qui est le perfectionniste. Lui, ce qu'il veut, c'est tout maîtriser en fait. C'est ça, être reconnu pour ce qu'il fait, sur l'attention qu'il porte aux choses, aux gens. Il veut avoir raison. Il veut surtout éviter la colère. Il n'aime pas du tout se mettre en colère. Et sa peur primale, c'est de mal faire. Ah, Monsieur Parfait. Voilà, perfectionniste. Ah bah oui. Forcément. Alors, comme vous l'avez vu, dans la manière de vous présenter les choses, à chaque fois, on vous a parlé des points forts, ou on va dire des aptitudes, grands traits de caractère. On vous a parlé de la compulsion. La compulsion, c'est la situation dans laquelle la personnalité redoute de se trouver. Et puis, bien sûr, après, on vous a parlé de la peur primale, c'est-à-dire la peur fondamentale qui va, en quelque sorte, conditionner les étapes du stress. Et donc ça c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre. Après il y a des choses qui sont un petit peu plus complexes et qui méritent un peu plus de temps, notamment la notion d'aile. C'est-à-dire on peut déployer ses ailes à partir de son numéro, on va dire pas de départ, mais le point de démarrage de notre personnalité. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une personnalité phare, donc de 1 à 9, et qu'à partir de l'adolescence, selon ce qu'on a vécu, notre éducation, etc., on va déployer une ou deux ailes. Les ailes, ce sont les personnalités qui se trouvent à droite ou à gauche sur l'énéagramme, sur la figure. Et donc, selon, on peut en déployer une ou l'autre, et ça va être une personnalité complémentaire. Donc on va aller chercher des aptitudes ou plutôt des comportements qui peuvent être issus de cette personnalité et qui vont venir enrichir. Oui, ou alors qui vont venir, ça peut être des aptitudes comme des faiblesses, c'est les deux. On peut retrouver aussi les compulsions et les peurs primales. Exactement. Ok. Particularité de ce modèle, il n'existe pas de test. C'est le modèle le plus ancien, c'est le modèle, on vous a dit, on ne sait pas dater les débuts, on sait simplement qu'il a été remis au goût du jour dans les années 90, à un moment où les modèles d'analyse comportementaux ont été particulièrement utilisés, et ils sont toujours aujourd'hui très utilisés, et c'est normal parce que c'est un vrai facilitateur en termes de communication en interne, à la fois dans les entreprises et dans toute organisation. Mais là, du coup, ça veut dire que ça va être un chemin qui va être basé sur de l'introspection, une capacité à comprendre, à décoder le modèle et à se faire sa propre philosophie pour savoir qui on est, vers quoi on tend. C'est ça, parce que tout à l'heure, tu parlais des peurs et des compulsions. À partir du moment où on en prend conscience, c'est déjà un premier pas pour finalement transformer et faire d'une menace une opportunité ou d'une faiblesse une force. Donc c'est vraiment un outil qui va être nécessaire pour la découverte de soi, qui aide à prendre conscience de ses qualités, de ses faiblesses, pour justement, un peu comme un sac à dos, si tu veux, on a tous un sac à dos, après la question c'est comment on le rend confortable, tout simplement. Bon, comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas à nous contacter, et puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, où on va parler... Du MBTI. Du MBTI. À très bientôt. Au revoir.